Bonjour. Alors oui, là, comme Vanessa l'a nommé, aujourd'hui, là, je suis présente pour vous présenter en fait les résultats de ma thèse doctorale qui s'intitule Comportements parentaux dysrégulés et fonctionnement socio-émotionnel chez de jeunes enfants victimes de maltraitance. Euh, donc, pour la présentation d'aujourd'hui, là, je vais d'abord faire un petit survol d'un contexte théorique en ce qui concerne les comportements parentaux dysrégulés et aussi les liens là, avec le développement de l'enfant. Je vais aussi là, vous présenter, bien entendu, les résultats des deux articles de ma thèse. Et à la fin, il va y avoir une discussion et une période de questions. Donc, les services de protection de l'enfance là, doivent vraiment pouvoir s'appuyer sur des stratégies d'évaluation et d'intervention qui sont efficaces pour protéger le développement des enfants, promouvoir là, leur fonctionnement socio-émotionnel, mais aussi pour soutenir les parents qui sont signalés pour abus ou négligence, considérant les effets qui sont dévastateurs des expériences de maltraitance sur le développement de l'enfant. En termes de cascade développementale, là, quand que les enfants vivent des expériences d'adversité dès un jeune âge qui peuvent être répétées au courant de leur développement vont être vraiment plus susceptibles de développer des problèmes de santé, des blessures physiques, des problèmes de comportement, des psychopathologies, des déficits cognitifs, neurophysiologiques et aussi sont plus susceptibles de présenter un attachement désorganisé envers leur donneur de soins. Donc, les parents qui ont eux-mêmes vécu là, des expériences de maltraitance à l'enfance sont plus susceptibles de démontrer des comportements parentaux qu'on qualifie de dysrégulés, d'atypiques, de perturbateurs face à la détresse ou aux besoins de leurs enfants. Ce sont des comportements parentaux là, qui vont perturber la qualité des interactions parents-enfants. Ces comportements-là sont aussi observés là, chez les parents qui sont signalés pour maltraitance ou négligence, et ce sont des comportements qui sont effrayants pour l'enfant. Donc, je vais faire un bref survol là, de ces comportements parentaux-là. La théorie de l'attachement, justement, propose que certains comportements chez les parents vont venir activer de manière chronique le système d'attachement de l'enfant et qui vont mener à une désorganisation de l'attachement. Parmi là, ces comportements parentaux dysrégulés-là, on peut voir par exemple des erreurs de communication affective. Donc un parent qui va minimiser la détresse de son enfant, qui va l'ignorer, qui va pas y répondre, ou inversement, qui va lui répondre d'une manière inappropriée, comme en riant, en l'imitant, par exemple. Il y a aussi là, la confusion des rôles. Donc, quand le parent va approcher son enfant comme si lui-même était en besoin, comme si l'enfant avait besoin de répondre aux besoins du parent et non l'inverse. On peut parfois observer aussi des comportements qui sont inadéquats, qui sont sexualisés. Donc, le parent qui va plutôt traiter son enfant comme un partenaire intime plutôt qu'un enfant. Il y a aussi les comportements effrayants ou apeurés, donc un comportement, dans le fond, qui va vraiment être effrayant pour l'enfant, ou même un parent qui va apparaître apeuré face à la détresse ou face à l'expression des besoins de son enfant. Il y a les comportements d'intrusion, de négativité, donc l'hostilité, que ce soit physique, verbale, du contrôle, soit par des, des, des mouvements là, vraiment physiques contrôlants vers l'enfant ou le contrôle verbal des interactions. Et on a aussi les comportements de retrait. Donc, dans les comportements de retrait, ce qu'on va voir, c'est un parent qui se positionne d'une manière très impuissante face à l'enfant, qui va, oui, ignorer la détresse, mais qui va aussi activement utiliser des stratégies pour créer une distance avec l'enfant, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Par exemple, dans les épisodes de séparation, réunion, là, dans la situation étrangère, on peut voir des parents qui vont entrer dans la pièce et qui vont contourner leur enfant plutôt que d'aller le voir. Donc, tous ces comportements-là, en fait, on les considère là, comme des comportements de retrait. Donc, ça, c'est dans le fond des sous-types de comportements parentaux dysrégulés. Ces comportements-là sont connus pour être effrayants pour l'enfant et ils vont aussi contribuer à un sentiment d'imprévisibilité dans les interactions parent-enfant en raison des multiples perturbations qu'ils vont créer dans les interactions. Ces comportements parentaux-là vont placer l'enfant dans un paradoxe insoluble, comme si l'enfant est placé dans un paradoxe de peur sans solution. La source de réconfort de l'enfant est également perçue comme la source de menaces et de détresse. Donc, ça devient difficile pour l'enfant de s'organiser autour des comportements de son parent et de trouver une stratégie efficace et cohérente pour résoudre sa détresse. Ces comportements-là parentaux, en fait, sont associés là, à la désorganisation de l'attachement chez l'enfant et à ses problèmes de comportement. Donc,
Les enfants qui sont exposés aux comportements parentaux dysrégulés et qui présentent un attachement désorganisé sont aussi plus à risque de développer une multitude d'enjeux sur le plan développemental, tels que des difficultés de régulation émotionnelle, de la confusion, de la peur chronique, des comportements agressifs ou de retrait envers le parent, des difficultés sur le plan des habiletés sociales, par exemple une méfiance envers les autres, les gens qui l'entourent, le parent, mais il va aussi généraliser ça à ses autres expériences relationnelles et des difficultés d'apprentissage. À l'inverse, l'attachement sécurisant chez l'enfant, comme vous devez le connaître, est reconnu pour être associé à des indicateurs du fonctionnement socio-émotionnel, comme par exemple les compétences sociales, les habiletés cognitives, la régulation émotionnelle, la confiance en soi et également moins de problèmes de comportement. Donc, je vous présente une étude de modération, en fait, qui a démontré que l'attachement sécurisant pouvait agir comme facteur de protection potentiel contre les impacts des expériences de maltraitance. Donc, plus précisément, dans cette étude-là, les enfants qui étaient signalés au service de protection de l'enfance, qui présentaient un attachement sécurisant, présentaient moins de problèmes de comportement que les enfants avec un attachement insécurisant ou désorganisé, malgré la présence de mauvais traitements. Donc, pour mon premier article de thèse, qui se base un petit peu là, sur le modèle que je viens de vous présenter dans la diapositive précédente, le but de cette étude-là, en fait, l'article s'intitule L'attachement sécurisant comme facteur de protection potentielle de l'association entre les comportements parentaux dysrégulés et les problèmes de comportement chez de jeunes enfants victimes de maltraitance. Les objectifs de l'étude, en fait, étaient d'examiner auprès des familles qui étaient signalées au service de protection de l'enfance, d'abord s'il y avait des associations qui étaient présentes entre les comportements parentaux dysrégulés, l'attachement de l'enfant et ses problèmes de comportement. Et un deuxième objectif était d'examiner en fait si l'attachement sécurisant protège les enfants qui sont exposés à des niveaux élevés de comportements parentaux dysrégulés de présenter des problèmes de comportement. Donc, est-ce que en fait l'attachement sécurisant est identifié comme un modérateur du lien entre l'exposition aux comportements parentaux dysrégulés et la présence de problèmes de comportement? Donc, pour notre échantillon, les familles ont été recrutées là, par le Centre jeunesse de Montréal avant de procéder à l'évaluation de leurs compétences parentales, suivant un signalement retenu là, pour mauvais traitement, abus ou négligence. Donc, les parents, en fait, qui présentaient là, des ordonnances de cours qui les restreignaient d'être en contact avec leurs enfants ou les familles où les enfants avaient été placés, n'ont pas été inclus dans l'étude. Et tous les parents, en fait, qui ont participé à l'étude ont eux-mêmes rapporté avoir été victimes de maltraitance, de mauvais traitements ou avoir été exposés à des événements de nature traumatique. Donc, finalement, l'échantillon était composé de 70 enfants âgés entre 1 et 5 ans et leurs parents biologiques ayant été signalés au service de protection de la jeunesse. Désolée, là, j'ai quelques graphiques qui les titres sont en anglais, là, donc je vais quand même détailler un petit peu tout ça. En fait, à gauche, c'est les signalements, là, dans le fond, de maltraitance, de mauvais traitements qui ont été retenus en ce qui concerne les enfants. Là. Donc, on avait une bonne proportion d'enfants dans notre échantillon qui avaient été signalés pour négligence. Et à droite, on voit en fait le trauma rapporté par le parent. Donc, il y avait environ 50% des parents qui avaient rapporté avoir eux-mêmes vécu de la négligence, mais il y avait quand même des niveaux élevés aussi là, d'abus rapportés par les parents. Donc, au niveau des statistiques descriptives, là, notre échantillon était considéré comme étant à risque sur le plan socio-économique. C'est sûr que là, quand on illustre le revenu, il faut quand même tenir compte que le recrutement a eu lieu de 2008 à 2012, mais à ce moment-là, c'était 85% des familles là, qui avaient un revenu faible de moins de 15 000 par année et 71% des parents qui étaient sans diplôme d'études secondaires. Euh, pour les mesures, dans le fond, les instruments qui ont été utilisés, on a, je ne sais pas si vous êtes familier avec la procédure de la situation étrangère, mais c'est une procédure en laboratoire qui comporte des épisodes de séparation et de réunion entre le parent et l'enfant. Donc, le parent est invité à jouer dans une salle de jeu avec son enfant et de quitter la pièce. Donc, selon l'âge de l'enfant, là, la procédure est adaptée un petit peu différemment. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce qui est vraiment observé, c'est quand le parent quitte la pièce, comment l'enfant va réagir, comment le parent va apaiser son enfant avant de quitter la pièce, et également quand le parent va revenir dans la pièce, qu'il y ait présence d'un étranger ou non, comment la réunion se déroule en fait. Là, c'est là qu'on va considérer que le système d'attachement de l'enfant est activé et ce qu'on veut voir, c'est est-ce que l'enfant est en mesure d'utiliser son parent comme base de sécurité
pour s'apaiser et est-ce qu'il est capable de retourner dans une exploration ou dans un mode de jeu un coup que son système d'attachement a été apaisé par le parent. Donc, pour observer les comportements parentaux dysrégulés, c'est vraiment la situation étrangère là, qu'on utilise, considérant qu'il y a des épisodes de séparation et de réunion. Les bandes vidéo ont été codifiées là, par des évaluateurs qui ont été formés à la mesure ambiance. Donc, la mesure ambiance, c'est un instrument là, de codification. Je vous ai mis le nom en anglais qui est, dans le fond, qui a été élaboré pour observer les comportements parentaux dysrégulés, qui sont également appelés là, les comportements parentaux atypiques par les auteurs de la mesure. Donc, les évaluateurs ont été formés là, par les auteurs de l'instrument dans une formation à Calgary. Ils ont poursuivi leur formation ensuite en évaluant là, beaucoup de bandes vidéo pour s'assurer d'être conformes à la mesure. Et pour la présente étude, ils ont obtenu un accord interjuge dans le fond, assez satisfaisant là, sur 25% des données. Donc, l'échelle ambiance, l'instrument de codification, est composé de 5 sous-échelles de comportements parentaux atypiques et d'un score global. Donc, dans les 5 sous-échelles, ce sont les comportements parentaux atypiques que je vous ai présentés au début là, de la présentation. Donc, on a les erreurs de communication affective, le renversement de rôle, les comportements apeurés ou effrayants, l'intrusion, la négativité et le retrait. Donc, l'échelle ambiance fournit un score de sévérité de 1 à 7 aux différentes sous-échelles et sur le score global. Pour être considéré comme étant dysrégulé, un parent doit obtenir en fait un score de 5 ou plus. Les moyennes qui sont obtenues aux sous-échelles et au score global là, figurent sur notre diapositive ici. On voit que les niveaux de comportements parentaux dysrégulés, que ce soit le score global ou les sous-échelles, sont assez élevés. Donc, quand on considère qu'un score clinique est de 5, si le parent obtient un score de 4, il n'est pas dans le seuil clinique, mais il reste qu'il y a quand même une bonne proportion, en fait, de comportements parentaux dysrégulés qui sont manifestés. Même si le parent est en mesure d'apaiser son enfant ou d'être adéquat par moment, il y a quand même une sévérité de comportements parentaux dysrégulés qui est présente. Et quand on regarde les moyennes, les parents là, se situent presque au, à 4 ou un petit peu moins sur les sous-échelles, mais le score global se situe entre 4 et 5. Il y a 45% là, des parents qui ont été classifiés comme étant dysrégulés en interaction avec leur enfant. Dans la présente étude, comme les scores aux différentes sous-échelles étaient modérément à fortement corrélés entre elles, le score global a été utilisé là, dans nos analyses. Donc, pour l'attachement de l'enfant a également été codifié à partir des bandes de la situation étrangère. Les codeurs avaient également obtenu une fiabilité interjuge qui était satisfaisante. Et les enfants ont à la base été classifiés selon leur style d'attachement, donc soit sécurisant, évitant, anxieux ambivalent ou désorganisé. Pour nos analyses, par contre, les enfants insécurisants, donc évitants ou anxieux ambivalents, ont été regroupés ensemble dans une catégorie organisée. Donc, dans les analyses, les enfants sécures versus insécures et les enfants organisés versus désorganisés ont été comparés. Donc, dans le présent échantillon, on avait 50% là, des enfants qui présentaient un attachement désorganisé, 30% des enfants qui présentaient un attachement sécurisant ou 20% qui présentaient un attachement soit évitant ou anxieux ambivalent. Pour les problèmes de comportement, c'est vraiment un questionnaire auto-rapporté là, par le parent qui a été complété. Donc, le questionnaire CBCL qui est quand même très validé et utilisé là, soit en recherche ou en clinique, qui a été complété par les parents qui rapportaient des scores aux problèmes de comportement intériorisés, extériorisés et un score global. Considérant là, la nature des différents problèmes de comportement, on a quand même réalisé les analyses en utilisant les scores obtenus aux sous-échelles intériorisées et extériorisées. Et pour les deux sous-échelles, là, il y a environ 15% des enfants qui ont obtenu un score clinique, ce qui signifie en fait qu'une attention professionnelle devrait être accordée à ces enfants en raison des difficultés qui sont significativement là, plus élevées que la moyenne comparativement aux autres enfants. Donc, pour les résultats, en fait, ce qu'on a observé, là, c'est qu'en plus de la présence de maltraitance, donc on a quand même contrôlé dans nos analyses statistiques là, le type de maltraitance et la sévérité de maltraitance, mais au-delà de la présence de maltraitance, on a observé que des niveaux élevés de comportements parentaux dysrégulés étaient associés à davantage de problèmes de comportement intériorisés et extériorisés chez les enfants, ainsi qu'à leur attachement désorganisé.
Donc, les comportements parentaux dysrégulés étaient associés là, à des indicateurs de dysfonctionnement socio-émotionnel chez les jeunes enfants. On a également réalisé des analyses de modération. Ce qu'on a observé, là, c'est une interaction qui était significative entre les comportements parentaux dysrégulés et l'attachement de l'enfant. Euh, donc, les résultats ont montré que les parents qui présentaient des niveaux élevés de comportements parentaux dysrégulés avaient en général des enfants qui présentaient davantage de problèmes de comportement. Par contre, ce lien-là était seulement significatif pour les enfants avec un attachement sécurisant, mais ne l'était pas pour les enfants avec un attachement sécurisant. Donc, les enfants, justement, là, qui présentaient un attachement insécurisant, on voyait un lien direct entre les comportements parentaux dysrégulés et les problèmes de comportement. Donc, plus que les parents présentaient des comportements parentaux dysrégulés chez les enfants insécurisants, plus qu'ils présentaient des problèmes de comportement, que ce soit intériorisé ou extériorisé. Par contre, ce lien-là n'était pas significatif quand on considérait l'attachement de l'enfant. Donc, pour les enfants avec un attachement sécurisant, ce n'est pas parce que les parents présentaient des niveaux élevés de comportements parentaux dysrégulés que ces enfants-là présentaient nécessairement plus de problèmes de comportement. Ce que ces résultats-là suggèrent, en fait, c'est que l'attachement sécurisant de l'enfant pourrait potentiellement les protéger des impacts néfastes des comportements parentaux dysrégulés sur leur développement. Donc, l'attachement sécurisant de l'enfant demeure un facteur de protection, selon nous, selon aussi les résultats de l'étude, et demeure une cible d'intervention à considérer là, dans le travail avec les jeunes familles signalées à la protection de l'enfance. Ce qui m'amène à vous parler, en fait, de mon deuxième article de thèse, qui s'intitule L'efficacité de l'intervention relationnelle pour réduire les comportements parentaux dysrégulés chez des familles signalées au service de protection de l'enfance. Donc, l'intervention relationnelle, bon, on pourrait, là, honnêtement, en faire une présentation. Là, c'est une formation qui dure 3 jours. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais quand même essayer de rendre ça concis. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont familiers avec cette intervention-là. Je sais qu'elle est implantée là, dans plusieurs de vos services. C'est une stratégie d'intervention qui est fondée sur la théorie de l'attachement. Donc, il y a plusieurs interventions, plusieurs programmes qui ont été développés et qui ont montré leur efficacité là, pour promouvoir le développement des enfants et la qualité des interactions parents-enfants. En particulier, il y a l'intervention relationnelle, là, qui est une stratégie fondée sur la théorie de l'attachement. Et sa particularité, c'est qu'elle utilise la rétroaction vidéo pour optimiser la sensibilité parentale et promouvoir la qualité des interactions parents-enfants et la sécurité d'attachement. Donc, en fait, cette intervention-là, normalement, puis je sais que plusieurs milieux vont l'ajuster selon le temps des rencontres, selon la réalité du terrain, mais en général, comment qu'elle est composée, comment qu'elle a été conçue, c'est une, une, une intervention qui est échelonnée sur 8 séances, normalement 8 semaines, et ce sont des rencontres qui durent environ 1 heure et demie. Il y a 3 sections là, par rencontre. Là. Normalement, il y a une discussion thématique avec le parent qui va porter sur des thèmes soit en lien avec son rôle parental, les difficultés présentées, des aspects spécifiques du développement de l'enfant, selon les besoins du parent puis de la diade. Il va avoir une période de jeu, que normalement c'est un 10 ou un 15 minutes, une période de jeu filmée. Donc, l'intervenant là, va donner une activité thématique aux parents à réaliser avec son enfant, qui va être choisie, oui, selon le stade de développement de l'enfant, mais qui va aussi être choisie selon ce que l'intervenant vise à aller travailler avec le parent. Donc, si par exemple, on veut travailler la proximité physique entre le parent et l'enfant, ben, on peut proposer des activités comme un maquillage, si on veut travailler justement la capacité du parent avec à imposer des limites ou à encadrer, on peut utiliser des activités, par exemple un jeu avec des règles ou des consignes, ou une activité comme un bricolage où le parent va être amené à structurer, à aider son enfant. Donc, il va avoir là, justement cette période d'activité ou de jeu-là qui va durer 10 à 15 minutes avec une consigne. Donc, la consigne, normalement, elle est assez simple, mais encore une fois, elle va être formulée pour aider le parent à développer une certaine force ou à justement consolider une compétence. Donc, si un parent a de la difficulté à reconnaître là, les besoins de son enfant, ou c'est un parent qui est désengagé, qui porte pas beaucoup attention à son enfant, la consigne pourrait être, par exemple, observe ton enfant et décris ce que ton enfant fait. Donc, c'est sûr que dans une période de jeu ou une période de routine à la maison, c'est pas nécessairement une consigne qui va être
toujours appliqué puis que le parent va réaliser dans sa vie de tous les jours. Mais dans cette période-là de 10 à 15 minutes, euh, en essayant de respecter la consigne, le parent va apprendre à observer son enfant, à être attentif à ce qu'il fait, en nommant ce qu'il fait. Donc, c'est sûr que c'est des consignes qui sont pas nécessairement naturelles puis qui peuvent comporter un défi, mais ça va quand même permettre des belles discussions. Ça va permettre aux parents d'essayer de se positionner d'une manière qui est différente, puis il va éventuellement aussi pouvoir aborder avec l'intervenant ses inconforts ou inversement, ah, j'ai aimé ça quand je nomme ce que mon enfant fait, je suis plus attentif, j'ai remarqué des choses que normalement je voyais pas. Donc, il y a vraiment cette période-là de jeu ou d'activité-là qui comporte une activité thématique qui va être choisie en fonction de ce que l'enfant et le parent devraient réaliser ensemble, ce que l'intervenant veut que le parent travaille avec la consigne. Euh, et ensuite, après cette période de 10 à 15 minutes-là de jeu qui a été filmée, l'intervenant va regarder la vidéo, en fait, avec le parent, et c'est là que la rétroaction vidéo va avoir lieu. Donc, ils vont regarder normalement là, la séquence vidéo ensemble et l'intervenant va s'arrêter à des moments spécifiques. Euh, En général, c'est une approche qui est fondée là, sur les forces du parent. Donc, c'est une rétroaction vidéo qui est axée sur les forces, sur les aspects positifs des interactions parent-enfant. Donc, le parent va aider l'intervenant va aider le parent, en fait, à observer ses forces, à constater ses forces et éventuellement être capable de réfléchir différemment à ses comportements, à comment il interagit avec son enfant pour éventuellement s'ajuster. Euh, donc, en permettant en fait aux parents de s'observer là, en interaction avec son enfant et en renforçant les comportements qui sont positifs par le biais de la rétroaction vidéo, donc des comportements sensibles, des comportements d'engagement, les commentaires qui vont être formulés par l'intervenant vont permettre aux parents de prendre conscience de ces comportements, mais par le biais de la rétroaction vidéo, il va aussi être en mesure de prendre conscience de quels sont les impacts de ces comportements sur son enfant, parce qu'il va témoigner les réactions de son enfant, les contacts visuels, les comportements, les rires, mais aussi les comportements de retrait. Quand j'agis de cette manière-là, mon enfant me regarde, mon enfant sourit, mon enfant semble apaisé, mais quand j'agis de cette manière-là, mon enfant semble se retirer, se désengager, il semble en détresse. Donc, la rétroaction vidéo est vraiment un outil qui est puissant puis qui est pertinent parce que même si l'intervenant va générer des rétroactions vidéo puis va faire des commentaires, le parent est lui-même en mesure de témoigner de ses forces, de s'observer, puis de constater les bienfaits de ses forces et de ses compétences parentales sur son enfant, mais aussi sur la qualité des interactions parent-enfant. Donc, l'intervention relationnelle, bon, à ce jour, là, on sait que l'intervention relationnelle s'est montrée efficace auprès des familles signalées au service de protection de l'enfance pour optimiser la sensibilité parentale, la sécurité d'attachement chez les enfants, la qualité des interactions parent-enfant, le développement de l'enfant, que ce soit sur le plan des problèmes de comportement, du développement cognitif, psychomoteur, et aussi le jugement professionnel des intervenants en regard des capacités parentales et des décisions de placement. L'intervention relationnelle s'est aussi montrée efficace pour réduire la désorganisation de l'attachement chez l'enfant, ses problèmes de comportement et aussi les placements à l'extérieur du milieu familial. Donc, par rapport aux comportements parentaux dysrégulés, il y a seulement quelques études qui ont examiné si les stratégies d'intervention fondées sur la théorie de l'attachement sont efficaces pour réduire les mauvais traitements ou les comportements parentaux dysrégulés. Donc, il y a une première étude qui a montré l'efficacité d'un programme de visite à domicile qui visait à promouvoir la santé mentale chez les enfants. Ce programme-là s'est montré efficace pour réduire les comportements parentaux dysrégulés et l'attachement désorganisé des enfants chez des familles qui étaient considérées à risque sur le plan socio-économique, donc pas nécessairement suivies par les services de protection de l'enfance. Il y a une seconde étude qui a démontré que l'intervention ABC, qui est similaire à l'intervention relationnelle, qui utilise également la rétroaction vidéo, s'est montrée efficace pour réduire les comportements parentaux de retrait chez les parents et la désorganisation de l'attachement chez l'enfant, chez des familles qui ont été signalées au service de protection de l'enfance. Par contre, leur échantillon était constitué de signalements fondés, retenus, mais également de signalements non retenus. Oups, j'ai OK, manqué une diapo. Parfait.
Donc, l'objectif là, du deuxième article était d'examiner si le programme d'intervention relationnelle est efficace pour réduire les comportements parentaux dysrégulés chez des parents signalés pour mauvais traitement envers leur enfant. Donc, tout comme l'article 1, les familles ont été recrutées par le Centre jeunesse de Montréal avant de procéder à l'évaluation de leur capacité parentale. Et le protocole d'évaluation des capacités parentales, en fait, comprenait à l'intérieur du protocole une intervention qui était offerte aux parents, soit l'intervention relationnelle ou l'intervention psychoéducative qui est habituellement offerte là, par les services de protection de la jeunesse, qui comportent là, des discussions thématiques, du soutien sur le plan du rôle parental, mais qui n'utilisent pas la rétroaction vidéo. Il y avait aussi un troisième groupe de comparaison qui était composé de familles dont le signalement a été retenu, mais qui ne recevaient pas d'intervention ou qui ne participaient pas là, au protocole d'évaluation des capacités parentales. Donc, l'échantillon pour le deuxième article est composé de 50 parents biologiques et leurs enfants âgés de 1 à 5 ans. Donc, pour cette étude-là, il y a juste les familles, en fait, qui ont participé à la situation étrangère au pré-test et au post-test qui ont été retenus. Donc, c'est sensiblement le même échantillon que l'article 1, mais on a perdu une vingtaine de familles qui n'avaient pas complété là, les rencontres au post-test. Donc, je ne vous présenterai pas les statistiques descriptives parce que c'est sensiblement là, les mêmes que l'article précédent. Donc, pour les résultats, en fait, les comportements parentaux dysrégulés, ils ont aussi là, été évalués par le biais de l'instrument ambiance, comme dans l'article 1. Il y a un accord interjuge qui a été obtenu sur 25% des données. Et dans notre échantillon, les scores là, au pré-test et au post-test ont révélé des scores élevés de comportements parentaux atypiques, comme vous pouvez voir. Ici, ce qu'on vous présente, là, c'est la comparaison des moyennes au post-test. Donc, en contrôlant pour les scores obtenus au pré-test, euh, selon les groupes. Donc, vous avez en bleu pâle le groupe AVI, là, pardon, la diapositive est en anglais. C'est le groupe d'intervention relationnelle. Donc, pour Attachment Video Feedback Intervention, c'est l'intervention relationnelle. Ce qu'on voit au post-test, en fait, c'est que des scores, les scores, on observe une diminution, excusez-moi, des scores obtenus au post-test comparativement au groupe contrôle d'intervention psychoéducative habituelle ou le groupe de comparaison qui ont été combinés ensemble. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est une diminution significative des erreurs de communication affective, de l'intrusion, des comportements de retrait pour les familles qui ont reçu l'intervention relationnelle comparativement au groupe contrôle et également une diminution significative du score global. Là, je ne sais pas pourquoi, là, mais mes étoiles ne sont pas placées à la bonne place. Il y a eu un petit problème technique. Mais on voit là, où est-ce que les étoiles, sauf pour l'intrusion et la négativité, les étoiles sont un petit peu décalées. Mais ce sont les sous-échelles où est-ce qu'on a observé là, une diminution significative pour les parents qui ont reçu l'intervention relationnelle. Nos hypothèses derrière ça par rapport aux confusion des rôles, comportement apeuré, comportement effrayant, c'est que ce sont des comportements qui sont peut-être plus difficiles à cibler ou à observer. Donc, des comportements apeurés, des comportements effrayants, c'est vraiment des comportements qui sont plus subtils. Ça va être un positionnement chez le parent, ça va être un visage, une expression, une hésitation dans l'approche. Donc, ça va être des comportements, en fait, qui sont peut-être moins facilement observables qu'un comportement d'intrusion où le parent va serrer le bras de son enfant, où le parent va élever la voix. Donc, je pense que c'est pertinent qu'on continue à considérer ces comportements-là, mais ça pourrait expliquer un petit peu pourquoi on n'observe pas nécessairement une diminution de ces comportements-là, parce que ce sont des comportements qui sont un petit peu plus difficiles à observer, à cibler, à adresser. Des comportements qu'on va moins témoigner ou que le parent va peut-être moins reconnaître par lui-même là, dans la rétroaction vidéo. Un résultat qui nous a surpris, par contre, c'était la confusion des rôles, parce que justement, l'intervention relationnelle, elle est axée là, justement sur le développement de la sensibilité parentale, comment le parent peut reconnaître, identifier, répondre d'une manière adéquate dans un délai raisonnable aux besoins d'attachement de son enfant. Donc, on se serait quand même attendu à ce que la diminution de la confusion des rôles soit significative, mais on ne l'a pas observé là, dans notre échantillon. Donc, je vous présente là aussi un chapitre de livre qu'on a rédigé. Euh, donc,
ce chapitre de livre-là porte en fait sur les mécanismes qui vont mener au développement de l'attachement désorganisé chez l'enfant et à ses symptômes de dissociation. Donc, c'est sûr que je pourrais pas là, en détail vous présenter ce chapitre, mais si jamais vous avez l'occasion là, d'aller le consulter, je vous ai mis le handbook ici, là, donc c'est le handbook du trauma complexe et de la dissociation chez l'enfant. On a, dans ce chapitre de livre-là, vraiment élaboré une description détaillée des comportements parentaux dysrégulés. Et dans ce chapitre-là, il y a aussi une étude de cas, en fait, qui démontre l'efficacité de l'intervention relationnelle pour diminuer les comportements parentaux dysrégulés, mais aussi les symptômes de psychopathologie qui étaient présents chez l'enfant auprès d'une diade qui a été suivie en clinique. Donc, il y a quand même plus de contenu d'élaborer là, par rapport justement à comment les comportements parentaux dysrégulés peuvent impacter le développement de l'enfant, comment ça se développe à la base, ces comportements parentaux-là chez le parent, pourquoi ils sont présents, comment ils se manifestent et quels sont ces impacts sur le développement de l'enfant, en plus de l'étude de cas unique là, qui démontre l'efficacité de l'intervention relationnelle où le processus d'intervention a été détaillé en étapes, séance par séance. Donc, c'est quand même intéressant là, si jamais vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Je tenais quand même à vous parler en fait de ce chapitre-là parce que on a illustré aussi les phases du processus d'intervention relationnelle. Donc oui, on a l'étude de cas, mais aussi le processus d'intervention qui ont été détaillés. On a illustré en fait le processus phase par phase pour vraiment décrire qu'est-ce qui est adressé et qu'est-ce qui est consolidé avec le parent du début jusqu'à la fin du processus. Donc je m'excuse encore une fois, là, la diapositive est en anglais. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les premières séances, donc on est vraiment là, tu sais, l'intervenant va développer une alliance thérapeutique avec le parent. Il va développer, oui, le motif de consultation, c'est l'intervention relationnelle, mais concrètement, pour cette diade-là, quelles sont les forces, quels sont les défis, qu'est-ce que le parent veut travailler, qu'est-ce que le parent va développer. Ce qui devient intéressant aussi, c'est qu'entre les séances 3 à 7, si l'alliance thérapeutique avec le parent est bien établie, l'intervenant va commencer à aider le parent à observer et à décrire les interactions qui sont plus difficiles avec son enfant, tout en renforçant sa capacité à réparer les perturbations dans les interactions parent-enfant. Donc, c'est dans ces séances-là, en fait, que les comportements parentaux dysrégulés peuvent graduellement être constatés par le parent et ils vont être aussi adressés d'une manière, bien entendu, bienveillante et sensible. Mais si l'alliance thérapeutique le permet, l'intervenant peut accompagner le parent à observer ces comportements parentaux dysrégulés-là, à adresser comment lui se sent dans ces interactions-là. Qu'est-ce qui se passe chez le parent pour que ces comportements parentaux dysrégulés-là émergent, mais aussi qu'il puisse constater puis reconnaître c'est quoi l'impact de ces comportements parentaux-là sur le fonctionnement de son enfant, sur la qualité des interactions parent-enfant, pour éventuellement permettre aux parents de s'ajuster différemment dans comment il va répondre aux besoins et à la détresse de son enfant. Donc, en résumé, les résultats là, des deux articles de la thèse démontrent des liens entre les comportements parentaux dysrégulés et des indicateurs de dysfonctionnement socio-émotionnel chez les jeunes enfants, tels que l'attachement désorganisé et les problèmes de comportement. Par contre, comme l'attachement insécurisant a été identifié comme modérateur du lien entre les comportements parentaux dysrégulés et davantage de problèmes de comportement, l'attachement sécurisant, lui, demeure identifié comme un facteur de protection potentiel pour le développement de l'enfant. Finalement, l'intervention relationnelle, qui s'était déjà montrée efficace pour optimiser des indicateurs là, du fonctionnement socio-émotionnel chez l'enfant, réduire ses problèmes de comportement, augmenter la sensibilité parentale, la qualité des interactions parent-enfant, c'est aussi montré efficace pour réduire les comportements parentaux dysrégulés qui sont susceptibles de perturber les interactions parent-enfant. Les résultats mettent donc l'emphase sur la pertinence de considérer les comportements parentaux dysrégulés dans l'évaluation et dans l'intervention auprès des familles qui sont signalées à la protection de la jeunesse. En termes d'implication clinique, donc il y a une brève mesure qui est fortement corrélée à l'instrument de codification ambiance qui a été utilisé dans les deux articles de thèse, qui est comme plus la version instrument de codification pour la recherche. Il y a une brève mesure, l'ambiance brief, qui a été développée pour justement permettre aux intervenants sur le terrain d'observer et d'évaluer la présence des comportements parentaux dysrégulés sans nécessairement avoir à codifier une situation étrangère. Donc, cet instrument-là a été conçu pour être utilisé vraiment sur le terrain
dans les moments de rencontre ou des interactions par enfants qui sont plus susceptibles de se produire dans un contexte clinique. Donc, il serait pertinent là, de former les intervenants sur le terrain à l'utilisation de cette mesure-là pour leur permettre de reconnaître les comportements parentaux dysrégulés et éventuellement pouvoir les identifier et les adresser dans leur travail avec les familles. Il serait aussi pertinent d'adapter les stratégies d'intervention qui sont fondées sur l'attachement, qui existent déjà et qui se sont montrées efficaces pour pouvoir inclure et adresser la présence et les impacts des comportements parentaux dysrégulés par le biais de la rétroaction vidéo. Ce serait une avenue prometteuse pour optimiser la qualité des interactions par enfant, mais aussi promouvoir le développement des jeunes enfants qui sont victimes de mauvais traitements. Donc, on voulait remercier en fait là, toutes les familles qui ont participé au projet de recherche, les intervenants de la DPJ et aussi les organismes subventionnaires qui nous ont permis de réaliser l'étude. Puis, en fait, là, ça a été un petit peu plus rapide que prévu, mais on va pouvoir passer à la période de discussion et de questions.